Donc j'espère que vous avez passé un bon moment pendant la pause parce que c'est un point important de cet événement, la vraie rencontre physique en 3D où on peut échanger, rencontrer de nouvelles personnes. C'est vraiment, ça fait partie intégrante. C'est pour ça que on fait pas beaucoup de tables rondes, hein. On se limite pour avoir le temps de pousser les sujets et de discuter entre humains. On parlait d'humanité ce matin et j'espère ce qui caractérise notre événement. Donc il est quasiment l'heure, 11h15 et on va démarrer notre deuxième table ronde animée par Emmanuel Olivier Paul, que je vais inviter à me rejoindre pour la petite introduction. Le thème de cette table ronde: comment trouver le bon équilibre entre responsabilité numérique et intégration de l'IA dans les services. Donc je crois que l'IA, CSRD, IA, c'est les deux acronymes de la rentrée. Je pense que ça va durer encore un petit peu. Évidemment que ce sujet nous concerne, nous, écosystème du numérique responsable. Donc je suis ravi qu'on puisse aborder et prendre du temps pour aborder cette thématique sous l'angle du numérique responsable et peut-être même des besoins. C'est sans vouloir spoiler, mais je pense qu'on va devoir en parler. Donc pour cette table ronde, je vais accueillir, et je vous demande de les applaudir si vous le voulez bien, David Mohamed, responsable de compte GRDF, Angela Siocan, j'espère que j'ai bien articulé, de l'ESEP, Jean-Philippe Akpou d'APL Data Center, et enfin Olivier de Nomazi de DataCat Group. Comme je vous le disais, tout ça animé avec brio par Emmanuel Olivier Paul. Emmanuel, je te laisse la parole. Merci Romuald. Je vais peut-être prendre, je suis plus à l'aise en bougeant. Petit bouton rouge, essaye. Sinon, voilà, c'est bon. Oui, ce sera plus facile pour moi même de m'installer, parce que déjà d'être à vos côtés après pour poser des questions. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors, comme il y a pas mal de données qui ont été déjà communiquées, Romuald, tu fais le timekeeper de ton côté, je compte sur toi. Je suis aussi bavarde que toi, donc je vais essayer d'être brève. Donc rapidement, je me présente, je suis Emmanuel Olivier Paul, présidente fondatrice d'Advaes. Alors Advaes, c'est un cabinet d'analystes de marché et de conseil opérationnel dédié justement au sujet ESG des prestataires du numérique. Donc on suit ce que les prestataires du numérique font en matière d'ESG avec un certain nombre, je dirais, d'outils aussi, mais surtout de la donnée, de l'information. On essaye d'éclairer justement sur ces sujets à travers des analyses et des données, puisqu'on a une base de données qui suit les indicateurs ESG de ces prestataires. On a mis pratiquement, nous aussi, plus de 2 ans et demi à 3 ans à la constituer. Ça commence à être opérationnel, donc je comprends, quand on a parlé de l'annuaire, le temps que ça prend. Et on peut aller justement après éclairer sur les décisions, mais aussi les challenger lorsqu'on est dans des logiques justement de mise en place de numérique responsable, durable, et aussi, on l'a vu précédemment, de conformité réglementaire avec notamment la CSRD. Là, ça va pas être l'objet de la CSRD va pas être l'objet de notre table ronde. Il est bon toujours de rappeler des chiffres, donc il y en a beaucoup qui ont été communiqués. Je fais 30 ans, maintenant plus de 30 ans d'analyse stratégique, et j'ai constaté que il est bien de répéter. Et il faut répéter, parce que c'est long à rentrer parfois dans les esprits. Malheureusement, je dirais, parce que ça va pas parfois assez vite. J'ai eu ça sur le cloud computing. J'ai mis pratiquement 15 ans à expliquer ce que c'était le cloud. C'est un modèle, avant tout économique, notamment un modèle de la fonctionnalité, de l'économie de la fonctionnalité. Et là, on est dans le même sujet. Donc, l'Alliance Green IT, c'est plus de près de 15 ans, j'allais dire, pas loin, 13 ans tout à l'heure, ça a été mentionné. On n'est pas encore, je dirais, on n'a pas encore fait tout le travail d'acculturation, d'évangélisation, de sensibilisation, de formation aussi, ensuite, qui est associé pour qu'il y ait des vraies actions. Donc répéter, donc là les chiffres ont été mentionnés. Aujourd'hui, le numérique, ce serait à peu près 3-4% des émissions de gaz à effet de serre. Corinne Lepage l'a évoqué en introduction, possiblement, effectivement, ce serait supérieur très rapidement à l'aérien, bien sûr. Je pense que même les chiffres sont
Possiblement, on est sous-évalué parce qu'on ne prend pas toute la chaîne de valeur. Ça a été évoqué dans la table ronde précédente. Il y a d'autres aussi dimensions. On l'a évoqué avec nous et je remercie Marie-Céline d'avoir fait l'emphase là-dessus. C'est un vrai sujet que depuis 2-3 ans, on pousse, on dit regardez, attention, on alerte aussi, puisque on fait de la prospective aussi. Donc bien entendu, en regardant les capteurs, on voit qu'il y a beaucoup d'interdépendance sur un certain nombre de sujets. Et ce sujet de l'eau est très prégnant et a une incidence énorme, notamment sur la résilience des entreprises et leur durabilité. Donc là, on est vraiment sur des sujets même économiques de l'entreprise. Comme je l'ai dit, donc ces pourcentages qui ont été évoqués sont sans doute bien supérieurs si on intègre donc tous les processus amont d'extraction associés des minéraux et des terres rares, ainsi que de fabrication des processeurs et de chaînes d'approvisionnement associées jusqu'à la distribution. Il ne faut pas oublier qu'un serveur, quand il est produit en Asie du Sud-Est, il peut faire le tour du monde avant d'arriver chez vous. Donc, je ne sais pas si vous avez vu l'histoire de la petite cuillère en plastique, c'est un petit peu le même phénomène. Comment on peut faire mieux? Parce qu'il y a aussi toute cette partie qui est liée au transport. Une usine de fabrication de processeurs peut consommer en eau ultra pure l'équivalent de 2 à 5 piscines olympiques par jour. Donc voilà le sujet de l'eau. Donc c'est un point effectivement important. Et le PDG d'OpenAI dernièrement, pour ne pas nommer Sam Altman, a aussi admis que le modèle d'IA de GPT-4 consommait jusqu'à 3 bouteilles d'eau pour produire 100 mots en réponse. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu là. C'est lui qui l'a dit. Vous pouvez le trouver, c'est sur Internet, c'est assez récent, c'est il y a quelques semaines. Pour seulement effectivement générer 100 mots. Donc selon l'IEA, qui est l'International Energy Agency, qui est américaine, qui donne un certain nombre, qui suit depuis plusieurs années la consommation d'électricité des data centers, de l'intelligence artificielle du secteur des crypto-monnaies. Donc il y a un certain nombre de données qui sont à disposition publique. Et donc ce secteur-là pourrait doubler, enfin du moins la consommation électrique de ce secteur, pourrait doubler entre 2022 et 2026. Donc là, on est au milieu, aujourd'hui à peu près. Donc après avoir consommé environ 460 TWh en 2022 à l'échelle mondiale, donc les data centers, les systèmes d'IA et de crypto-monnaies, ils devraient consommer de manière totale jusqu'à 1000 TWh en 2026. Ce sont des projections. Après, on peut revenir, comme toute projection, elles ne seront bien entendu pas justes, on peut se rapprocher de la vérité, mais ça donne l'ampleur en fait du sujet. Cette demande, juste pour mettre parfois, parce que c'est difficile les chiffres, même moi j'ai du mal, ça équivaut, donc 1000 TWh, ça équivaut à environ la consommation annuelle du Japon. Pour vous donner un autre équivalent, en France, la production nucléaire de la France, j'ai bien juste nucléaire de la France, c'est 320 TWh, donc c'est à peu près le tiers de ces 1000, enfin d'accord, qu'on vient d'évoquer. L'IA, alors j'ai plus la source, malheureusement là en tête, ce serait environ aujourd'hui déjà autour de 40 TWh et ça devrait multiplier par 4. Pour donner un autre ratio qui est, parce qu'on parle beaucoup et Corinne Lepage l'a mentionné, j'avais écrit il y a 3 ans que possiblement les opérateurs de ce centre et surtout les grands cloud providers deviendraient les énergéticiens du futur. Effectivement, quand on voit Microsoft qui réactive ou demande à réactiver Three Mile Islands aux États-Unis, il y a aussi Oracle qui est dans la même dynamique. Ça pose effectivement des grandes questions sur le sujet. Donc juste pour donner un équivalent, parce qu'on parle de centrales nucléaires, surtout en France, en fait une centrale nucléaire de 900 MW, ça fait 6 TWh en fait par an. Donc ça veut dire que là, si on ramène aux 1000 de tout à l'heure, il faudrait à peu près 160 à 180 centrales nucléaires. Voilà, je donne un ratio. Donc les 1000 TWh, on serait pas loin de 200 centrales nucléaires juste pour les data centers, le numérique en fait quelque part. D'accord ? Bon, bien sûr, c'est au niveau mondial. Alors, l'ensemble des acteurs du secteur, s'il s'agit des prestataires qui délivrent des solutions, mais aussi nous-mêmes qui consommons, il ne faut pas l'oublier, cette notion de responsabilité, elle doit être partagée. Donc nous, en tant qu'entreprise, et puis aussi en tant qu'individu, on doit agir pour contenir et réduire ces impacts environnementaux qui sont inhérents. Alors, bien sûr, il n'y a pas que l'énergie. J'ai beaucoup parlé du sujet de l'énergie. Les émissions de gaz à effet de serre ont été évoquées. Il y a l'eau, il y a aussi le stress sur d'autres éléments, les impacts sur la biodiversité, sur les radiations ionisantes. Il y a pas mal de sujets qui sont associés au niveau
impact environnemental. Là, on ne pourra pas tout traiter là, dans la table ronde. Donc, on s'est concentré sur l'énergie parce qu'effectivement, c'était un sujet qui permettait à chacun de mes intervenants et de mon intervenante de pouvoir être abordé, je dirais, plus facilement. Donc, sur cette table ronde qui traite, alors je ne sais pas, il y a le titre qui est derrière, oui, donc on le voit, je n'ai peut-être pas besoin de le répéter parce que je ne l'avais plus complètement en tête. J'ai le plaisir d'accueillir justement David Mohamed, responsable de compte chez GRDF, Angela Chioctan, enseignant-chercheuse à l'ESAIP, Jean-Philippe Akpoué, consultant stratégie, sustainability, technology and innovation chez Appel Data Center, et Olivier de Nomazy, Head of Energy and Market Intelligence chez Data 4 Group. David, Angela, Jean-Philippe et Olivier, bonjour. Et avant de démarrer, vous allez vous passer le micro, je pense, pour vous présenter très rapidement surtout vos missions et votre entreprise ou votre organisation pour qu'on vous connaisse déjà un petit peu mieux et qu'on comprenne aussi le contexte de votre participation à cette table ronde. Olivier, alors peut-être parce que si le micro est déjà actif, il faut appuyer sur le petit bouton rouge qui est dessous. C'est bon. Donc Olivier de Nomazy, Data 4. Data 4 est un opérateur de colocation. Nous concevons et construisons et exploitons des data centers, ces fameux dont Emmanuel vient de nous parler. Nous sommes présents dans 6 pays en Europe et moi je travaille au sein de la direction de la stratégie. Je m'occupe d'analyse de marché et des contrats d'approvisionnement en énergie. Bonjour à tous, David Mohamed, je suis responsable de compte chez GRDF. Donc j'interviens sur le secteur tertiaire, les collectivités territoriales, la santé, la logistique, mais également le secteur industriel et la filière data center. Donc au niveau de mes missions, moi j'accompagne nos clients dans leurs besoins et dans leur usage en énergie gaz et biogaz. Donc du coup ça va du raccordement au réseau en passant par des conseils en efficacité énergétique et également la décarbonation. Concrètement, j'accompagne par exemple des collectivités dans la maîtrise de l'énergie sur des groupes scolaires, j'accompagne des clients dans l'hybridation de leur chaufferie ou la récupération de chaleur fatale pour l'industrie. Et également la transition vers le gaz vert. Donc pour rappel, GRDF c'est le principal opérateur distributeur de réseau gaz en France. On fait le lien finalement entre les transporteurs et les fournisseurs pour acheminer le gaz à 11 millions de clients. Voilà. Et puis quelques objectifs un peu forts puisqu'on parle quand même d'environnement. C'est les grandes trajectoires en tout cas par GRDF et par la filière, c'est 20% de gaz vert en 2030. Tu as évoqué quelques chiffres, ça représente à peu près 60 TWh et un objectif de 100% de gaz vert en 2050. Oui, bonjour à toutes et à tous. Jean-Philippe Akpoué de chez Appel Data Center. Donc, je fais partie du Lab APL. Le Lab APL, c'est l'entité recherche et développement et innovation de chez Appel Data Center, qui est lui-même un bureau d'études qui a maintenant 40 ans d'expérience. Et APL va concevoir, construire et aménager les data centers. Donc, notre mission, c'est là, juste derrière. Organic Design, qui veut simplement dire construire des data centers qui ont un impact environnemental et écologique assez moindre, avec un focus sur l'énergie et la biodiversité. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Angela Chioctan, enseignante-chercheuse numérique responsable et intelligence artificielle à l'ESEP, École d'ingénieurs d'Anjou à Angers. J'ai soutenu cette année la thèse intitulée « L'efficience énergétique des algorithmes de l'IA ». Et mes travaux de recherche portent principalement sur les solutions concrètes que les entreprises peuvent adopter pour réduire leur impact environnemental et sans faire des modifications majeures dans leur infrastructure matérielle. Je veux dire quelques mots de l'ESEP, mon école, qui depuis 2011 s'engage dans une démarche numérique responsable et intègre des projets d'éco-conception dans le cadre de formation. En 2015, l'école a institué un programme de formation Green IT aux ingénieurs, aux étudiants de cursus d'ingénieurs.
Elle a créé 2 chaires, une chaire Green IT et IoT en 2017, et il y a 2 ans, ils ont créé la chaire numérique responsable en collaboration avec l'Institut numérique responsable, justement pour travailler sur les solutions concrètes pour réduire l'impact environnemental du service numérique. Merci à tous les 4. Alors là, l'une des premières questions, c'est Jean-Philippe, c'est à vous que je me dirige. L'IA, alors rebondissant justement sur les missions de l'ISEP et les travaux qu'Angela a produits, l'IA est gourmande en énergie, non seulement pour entraîner les modèles, mais aussi dans les phases ensuite d'inférence. Souvent on les oublie parce qu'on parle souvent de l'entraînement, mais après effectivement on exploite, on utilise, et c'est tout aussi impactant, voire si ce n'est plus. Quelle est la demande en matière de data center conçu pour l'IA aujourd'hui? Quelles sont les attentes que vous remontez du terrain chez Appel, puisque vous êtes très proche en fait vous avez de nombreux clients opérateurs de data center, que ce soit d'ailleurs en propre, entreprise, que prestataires. Donc comment vous voyez, vous, cette demande émerger? Déjà, est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'ils ont cette conscience? Et comment justement ils se l'appliquent ensuite après? Ok, merci Emmanuel pour la question. Donc en termes de demande de construction de data center pour l'IA, c'est encore un peu flou. Je dis ça pourquoi? Parce que si je vous présente 2 tableaux, quand on prend les data centers classiques, dans les statistiques, aux États-Unis, on a à peu près 5000 data centers. La France arrive en 5e position dans le monde avec à peu près 300 data centers. Donc c'est vraiment clair, quoi. Donc on sait que ces data centers seront là. Et quand on regarde dans la progression, c'est à peu près 15 à 20% annuellement dans la construction de ces data centers. Et là maintenant, si on passe sur le tableau de data center pour l'IA, on n'arrive pas à quantifier le nombre de data centers qu'on a besoin, mais on quantifie le nombre d'opérations en fait de compute d'ordinateur. Et d'après les études du Global McKinsey Institute, il dit que d'ici 2030, on aura besoin en fait de près de 25 000 milliards de milliards. Donc c'est à peu près 25 10 puissance 30 d'opérations de compute dont les opérations IA auront besoin. On arrive à les quantifier aussi sur le côté de l'IA en termes de marché. Donc le marché, il y a 5 ans, on était à peu près à 80 milliards et d'ici 2030, ça sera dans les 400 milliards. Et du coup, nous, au niveau de la construction, comment est-ce qu'on est sollicité là-dessus? Ce qui est ce qui apparaît, c'est que en fait, il y a une demande de densification des baies informatiques, donc c'est la puissance de calcul qui est sollicitée, qui est de plus en plus forte. Et ça aussi, on le voyait sur les data centers classiques parce qu'en près de 25 ans, on est passé de 1 à 2 kW par baie, aujourd'hui à 100 kW par baie. Donc ça a été multiplié par 100 en 25 ans. Et là, c'est la même chose pour les data centers pour l'IA. Et du coup, nous, comment est-ce que cela nous affecte? On a besoin que nous puissions en fait créer de nouveaux designs. Donc, en ce moment, les data centers, c'est beaucoup plus des CPU. Donc, dans les baies informatiques, on a des CPU. Donc là, on sollicite beaucoup plus pour agrandir la puissance de calcul, d'utiliser en fait des CPU plus des GPU. Donc, il y a des nouvelles puces type Blackwell de NVIDIA. Donc nous, en termes de conception, ça nous oblige à nous adapter. Et justement, c'est ce qu'on essaie de faire chez APL avec le Lab by APL. Et en deuxième position, puisque les baies informatiques sont densifiées, donc l'électricité qu'on sollicite, elle est beaucoup plus parce que ces baies-là, comme je l'ai dit, aujourd'hui on est sollicité à plus de 100 kW. D'ici 2030, on ira à près de 300 kW. Donc qu'est-ce qu'on fait? On doit chercher des solutions en fait pour refroidir. Donc pour refroidir, il n'y a même pas près de 6 mois, la plupart de nos clients en fait nous sollicitaient pour le refroidissement classique. Donc on était, si on prend la loi de Pareto, on était à 20% DLC, donc direct liquid cooling ou immersion, et 80% refroidissement classique. Mais aujourd'hui, on est à 80% DLC que nos clients nous demandent parce qu'il y a beaucoup de chaleurs qui sont rejetées, quoi. Donc nous, ça nous oblige à nous adapter et à innover continuellement. Et tout à fait, donc ça a un impact parce que les data centers actuels, en fait,
ne sont pas obligatoirement compatibles avec le déploiement de DLC, hein, donc enfin de nouveaux systèmes de refroidissement qui permettent justement, là ce que vient de dire Jean-Philippe, hein, de répondre aux enjeux de système en fait qui est basé pour faire fonctionner l'IA et aussi plus largement le calcul haute performance. Justement, Olivier, chez Data 4, vous travaillez sur le sujet, vous avez réalisé aussi des analyses de cycle de vie d'ailleurs, hein, sur la partie centre de données, hein, pour essayer d'identifier les leviers d'action qui sont à activer pour réduire l'impact environnemental du centre de données. Mais vous utilisez aussi l'IA, alors c'est intéressant parce que vous l'utilisez en amont justement pour modéliser, pour essayer d'optimiser vos centres, la construction des centres de données, et puis aussi le volet énergétique, et identifier les leviers justement de réduction ou de rémédiation. Et puis vous utilisez aussi l'IA dans vos opérations, c'est-à-dire pour accompagner alors vous-même mais aussi vos clients à faire autrement peut-être ou à faire mieux et à optimiser. Donc est-ce que vous pouvez évoquer un petit peu ce que vous faites, parce que là c'est intéressant, c'est là, comment vous intégrez l'IA en amont et puis aussi dans les modes opératoires pour vos propres usages. En réponse, là c'est l'autre volet, parce que là c'est la particularité du sujet, c'est que dans le numérique, on a un volet à impact et en même temps on peut utiliser le numérique pour répondre quelque part à ce sujet d'impact. Oui. Alors déjà, je voudrais confirmer les chiffres de Jean-Philippe. Effectivement, on estime qu'en 2030, 30 à 50% de l'énergie consommée par les data centers sera dévolue à l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est une révolution, et depuis novembre 2002, depuis ChatGPT, il y a vraiment un avant et un après dans le monde des data centers. Je voudrais qu'on garde aussi en tête que le numérique a des effets bénéfiques. Il évite, il facilite la conception, il facilite la logistique, la communication. Il ne faut pas regarder que le verre à moitié vide. Et malgré ça, nous, opérateurs et constructeurs de data centers, nous avons une responsabilité particulière, puisque on est dans un secteur à forte croissance qui a une contribution environnementale effective. Les data centers, c'est, selon l'ADEME, 15 à 20% du poids du numérique. Et compte tenu de notre croissance, nous devons y faire attention. Et donc, par tous les moyens, notre premier métier, c'est de réduire la contribution environnementale de ces bâtiments lors de la conception. Donc d'ailleurs le numérique nous y aide, des outils comme la BIM nous permettent d'ajuster au mieux la conception du bâtiment aux besoins de nos clients, pour pas qu'il y ait ni de surqualité ni de sous-qualité, que le bâtiment se corresponde aux besoins du client, et ça a un impact environnemental fort. Puis la deuxième chose, c'est que dans le poids environnemental global d'un data center, les 2/3 proviennent des usages, proviennent finalement de l'électricité qu'on consomme. Et l'électricité provient et des serveurs de nos clients et de l'énergie que l'on utilise pour refroidir ces salles. Là, notre marge de manœuvre, c'est de réduire au minimum l'énergie qui est consommée pour refroidir ces bâtiments. Ça peut être entre 30 et 70% de la consommation d'un serveur informatique. C'est considérable. Donc c'est ce qu'on appelle le ratio, c'est le PUE, c'est le ratio entre l'énergie totale et l'énergie IT. Et donc pour cela, on doit optimiser le fonctionnement de ces data centers. Et de la même façon qu'un véhicule, quand on roule à 100 km/h, il vous mettra en cinquième, et à 20 km/h, il faudra en seconde. Et bien, dans un data center, c'est pareil, il y a un point de configuration optimale qui fait que le data center va consommer moins. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué qu'une voiture, et qu'il y a des centaines et des milliers de paramètres à regarder en même temps, et qu'une intelligence artificielle peut aider. C'est ça. Ça attire vraiment sur l'énergie et data center. Ah. Et donc il faut de nombreux paramètres, il faut que nos équipes d'exploitation puissent gérer de multiparamètres, et une intelligence artificielle peut être là pour leur dire, compte tenu des perspectives d'évolution de la consommation, de l'hygrométrie extérieure, de la température actuelle et à venir, quel est le point de configuration optimal. Donc nous mettons en œuvre cette intelligence artificielle, et chaque point gagné représente des gigawattheures de consommation en moins. Et je sais qu'a priori vous avez aussi des outils qui permettent à vos clients d'exploiter en fait des données pour que eux-mêmes dans
enfin les salariés informatiques qui déploient au sein de vos data centers puissent eux-mêmes agir, parce que c'est une responsabilité sur toute une chaîne. Et c'est effectivement aussi les clients ne jouent pas le jeu, ça pose un problème puisque ça stresse vous-même, enfin ce que j'appelle de stresser le data center. Là, vous avez donné aussi quelques éléments, vous avez parlé du PU, alors il y a des indicateurs qui sont très spécifiques au numérique, comme quand on parle d'impact environnemental du numérique, il faut aussi intégrer qu'on est sur un secteur avec des particularités et que ces indicateurs-là, ils doivent être intégrés. On parlait de la table ronde précédente de la CSRD. Aujourd'hui, la CSRD demande des réponses sur des data points qu'on appelle qui sont cross-secteur, et il faut savoir qu'il y a un travail qui a été engagé normalement cette année. On ne sait pas encore quand ça va sortir, mais normalement il y aura possiblement, et c'est à peu près sûr, des data points sectoriels. Et donc possiblement peut-être des indicateurs comme pour les data centers, le PUE, le WE, qui sont l'équivalent, on va dire, pour la partie eau, Water Usage Effectiveness, CUE c'est pour la partie carbone, devraient sans doute être intégrés dans ces métriques en fait aussi à suivre et qui sont très utiles pour aussi les clients. Ça c'est un autre paramètre. Pour revenir sur le thème de l'énergie, puisque c'est quand même le sujet de notre table ronde, mais effectivement, là on parlait quand même de certains indicateurs qui ont lieu à l'énergie. C'est sûr qu'il y a une interdépendance très forte sur certains sujets, parce qu'on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre, je dirais, de data center. Et puis, sur les systèmes de refroidissement, faire l'option de l'eau et donc augmenter quelque part l'usage ou la consommation d'eau. Donc on voit cette interdépendance très très forte, donc ça veut dire qu'il y a un équilibre à trouver. Mais si on revient sur la partie énergétique, je voulais juste mettre ça, parce qu'en fait c'est pas, faut faire attention, c'est pas parce qu'on agit sur un levier qu'on peut pas avoir un impact sur un autre qui va être négatif. Donc c'est toute la complexité aujourd'hui de la thématique, et quand Olivier vous évoquez qu'il y a effectivement la complexité avec le nombre de points de contrôle qu'il faut avoir pour optimiser, on est vraiment dans cette démarche-là, et ça peut prendre du temps parce que sur certains sujets on n'a pas encore possiblement les données, ou du moins elles n'ont pas été normalisées. Sur la partie énergétique, il y a le sujet de l'approvisionnement, parce qu'effectivement, c'est pas tout. Là, quand on voit les augmentations avancées, tant par moi-même que par Olivier, Jean-Philippe, ça veut dire qu'il faut gérer la chaîne d'approvisionnement. Donc aussi, il y a ça fait partie de la résilience qui est associée. Donc comment aujourd'hui GRDF est un élément de réponse quand vous avez des acteurs qui viennent vous voir, et quels sont, je dirais, comment vous travaillez avec eux, quelles sont les réponses que vous apportez ou vous pouvez apporter chez GRDF? Alors c'est vrai qu'on l'a vu, les besoins d'IA sont croissants et cela va nécessiter davantage de data centers. Donc pour cela, les opérateurs vont soit devoir construire de nouveaux sites ou bien améliorer ou accroître des sites existants. Cela va forcément nécessiter de nouvelles capacités électriques, et le problème de cette nouvelle capacité est qu'on peut prendre le risque de saturation des réseaux électriques et possiblement pour les opérateurs une possible contrainte d'effacement. Donc finalement, ce qu'il faut, c'est ajouter de la capacité électrique tout en garantissant les besoins fondamentaux des opérateurs, la stabilité énergétique à un prix abordable et avec un bilan carbone maîtrisé. Donc pour cela, la proposition finalement, c'est de s'appuyer sur le mix énergétique français. On a la chance d'avoir des réseaux résilients. On l'a vu pendant la crise ukrainienne. La France a quand même bien tenu le choc grâce à ces deux réseaux. Donc finalement, s'appuyer sur les ENR ELEC, mais également sur le biogaz, pour pouvoir finalement approvisionner les data centers à partir de solutions de type trigénération qui permettent de produire de l'électricité pour les besoins des serveurs informatiques, mais également produire de la chaleur. Alors évidemment, les data centers n'ont pas besoin de chaleur, c'est même plutôt le contraire, mais cette chaleur, il est possible de la valoriser de deux manières, soit d'en faire du froid grâce à un groupe à absorption, et cela peut être valorisé en autoconsommation par les data centers pour refroidir les salles, ou ça peut être également valorisé directement en chaleur sur un réseau de chaleur urbain ou vers un industriel. Et là, le data center devient finalement un vecteur énergétique pour le territoire. Et tout ça, bien sûr, l'objectif serait bien sûr de s'approvisionner en gaz vert pour pouvoir finalement assurer cette continuité de service tout en gardant un bilan carbone maîtrisé. Sur cette solution qui est proposée, j'ai quelques exemples à donner.
En France, alors pas sur des data centers, mais il y a par exemple le Centre national d'études spatiales de Toulouse ou l'aéroport de Bordeaux qui utilisent la trigénération pour leurs besoins. En Italie, beaucoup d'hôpitaux fonctionnent en trigénération. Et si on parle des data centers, je pense notamment en Angleterre, je crois qu'il y a le centre de données de la Citibank à Londres. Et plus récemment, un projet qui est en cours, Microsoft à Dublin, qui envisage de mettre en œuvre des turbines gaz pour pouvoir produire sa propre électricité et s'effacer du réseau électrique irlandais qui n'a peut-être pas la même résilience que le réseau français. Voilà. Ouais, merci. C'est-à-dire qu'aussi, il y a peut-être d'autres alternatives, enfin en complément, parce que c'est souvent des mixtes qui sont, je dirais, privilégiés par notamment les opérateurs de centres de données, que ce soit des prestataires, mais aussi en interne. Là, par rapport aux exemples que vous avez donnés, je pense que c'était pour les projets internes avec des centres de données qui étaient internes. Et justement, côté DataCat, vous aussi, il y a le fait de dire on va négocier avec, au niveau alors européen ou mondial, ça dépend, des contrats qui vont nous permettre de s'assurer de la résilience quelque part, parce qu'il y aura un engagement sur la durée qui est associé, et puis aussi on aura des prix et on aura aussi la garantie d'avoir des ENR ou des énergies bas carbone qui vont être délivrées. Est-ce que, Olivier, vous pouvez justement réexpliquer comment ça se passe, un petit peu comment ça fonctionne? Alors c'est ces fameux PPA en fait qui sont mis en avant. Comment aussi ces PPA peuvent être utilisés de manière collective, parce que parfois certaines sociétés ne peuvent pas y avoir accès, elles sont de trop petite taille, mais qu'elles se réunissent dans certains cas, donc il peut y avoir des alternatives qui permettent aussi de pouvoir embarquer, j'allais dire, d'autres fournisseurs de plus petite taille avec la même dynamique et le même sujet. La question de la source de l'énergie est très importante. Si je reprends l'enveloppe générale du numérique, dans le numérique, 20% c'est les data centers. Dans le data center, un tiers c'est la conception, 2 tiers c'est l'usage et donc la consommation électrique. Donc, ce qui est important, c'est de réduire la consommation électrique. Et ce qui est important aussi, c'est de chercher une énergie aussi verte que possible. Donc ça, c'est l'enjeu majeur que l'on a, puisque si l'énergie est totalement verte, à la limite, ce serait presque indifférent de consommer plus d'énergie ou pas. Et donc, en France, on l'a rappelé, le mix énergétique est bon. Il peut encore être amélioré. Comment? En souscrivant des contrats à long terme d'approvisionnement d'énergie auprès de renouvelables, donc de fermes solaires ou de fermes éoliennes. Donc on va participer, on va subventionner la construction de fermes solaires ou de fermes éoliennes. On pourra en conclusion s'attribuer finalement l'entièreté de leur consommation et donc prétendre à un mix énergétique qui soit encore plus favorable. Ça, c'est ce qu'on appelle les garanties d'origine, le petit bout de papier qui certifie finalement que notre empreinte environnementale est plus verte. Mais surtout, ce qui est beaucoup plus important, c'est que pour la planète, en participant, en construisant de nouvelles centrales de production renouvelables, on recule le moment où on va solliciter une centrale à charbon pour assurer la consommation française. Voilà. C'est tout l'enjeu finalement de ces PPA, Power Purchase Agreement, c'est finalement de développer la construction de renouvelables et d'améliorer le mix. Alors en France, c'est un enjeu qui est plus récent parce que compte tenu de notre proportion de nucléaire, le besoin est moindre. Il est plus fort dans d'autres pays. Et dans d'autres pays, les plus petits clients qui n'ont pas les moyens finalement de souscrire à un tel contrat parce que ça se fait sur des gros volumes, peuvent créer des associations, se regrouper en communauté pour souscrire et donc participer à ces projets pour le bénéfice finalement de l'association. Il y a même de l'hydraulique en fait aussi, il y a d'autres énergies parce que alors, évidemment, voilà, il y a solaire, effectivement éolien, mais pas que, il y a aussi l'hydroélectricité. Juste un point quand même, quand on parle de PPA, le but c'est finalement d'apporter de nouvelles sources de production. Aujourd'hui en France en tout cas, il n'est plus possible de rajouter des centrales hydrauliques puisqu'on nous a mis là où on pouvait, on a tiré profit au maximum de nos rivières et de nos fleuves.
on n'aura pas ce principe d'additionnalité aussi facilement avec l'hydraulique qu'avec du solaire ou de l'éolien. Et puis si on reprend les sujets tout à l'heure de la CSRD, c'est que même avec l'hydraulique, on peut être dépendant, je pense, du Rhône. En fait, le Rhône prend sa source en Suisse. Donc si les Suisses décident de réguler le Rhône, parce qu'ils ont le droit de le réguler, enfin de faire, voilà, ça peut avoir un impact. Alors sur l'hydraulique, puis aussi sur certaines centrales nucléaires. Vous voyez les interdépendances qu'on peut retrouver. Donc ce sujet de l'énergie est relativement complexe. On ne pourra pas tout évoquer là, mais c'est pour prendre la mesure de tous les points en fait d'attention qu'il faut avoir. Et notamment, puisqu'on parlait de responsabilité, c'est la responsabilité aussi dans comment on fait, comment on conçoit. Et après, on ira comment on utilise. Donc là, je vais revenir vers Angela. Voilà, oui, c'est à vous. Pour prendre les bonnes décisions, il faut toujours faire, en fait, en amont déjà, une première étape, c'est l'évaluation, et puis idéalement la mesure. D'accord. Donc là, c'est les travaux sur lesquels vous avez œuvré, notamment au niveau des modèles d'IA, et puis donc décider comme ça, in fine, des modèles d'IA les plus adaptés, voire dans certains cas peut-être dire c'est pas l'IA qu'il faut utiliser. Donc ça, c'est peut-être d'autres choses qui sont tout aussi, je dirais, pertinentes et qui ne vont pas avoir les mêmes impacts comme on les a évoqués précédemment. Alors comment faire la mesure justement? Ça, c'était les travaux sur lesquels vous avez travaillé. Est-ce que vous pourrez me citer en fait justement les points clés à prendre en compte sur tout projet d'IA? Il faut mettre un peu plus près. Non, juste il est bon, mais voilà. Prendre les mesures éclairées. Sur le menton, en fait. Ah, il n'est pas bon. Ah. Bon, hein? Bon, pour prendre les bonnes mesures. Ouais, c'est parfait. Voilà. Il faut passer par l'évaluation, en fait, sur la mesure, notamment les mesures. Les mesures permettent pas seulement de choisir le bon modèle ou le modèle adapté aux besoins, mais aussi de comprendre et à optimiser l'impact environnemental, l'impact énergétique. Je veux souligner ici l'importance de mesures dans les deux phases du cycle de vie d'une application IA, la phase de fine-tuning et la phase de l'inférence. Le fine-tuning, c'est la spécialisation du modèle, car les modèles aujourd'hui sont déjà pré-entraînés. Et une fois le modèle créé, il est déployé en production. Ici, il est utilisé millions de fois. Et cette utilisation est aujourd'hui négligée. Pourtant, elle est énergivore. En mesurant chaque requête, ça nous permet de trouver le point où les améliorations peuvent être faites. Et, sans ces mesures quantitatives, on va rester dans un flou, incapable de trouver les améliorations qui peuvent être apportées. Pour mesurer, une approche efficace, c'est l'intégration des capteurs logiciels dans les systèmes IA, qui peut suivre le développement d'une application dans toutes ses phases. Et ces capteurs peuvent fournir des données concrètes, ils peuvent être appliqués avant et après l'application de techniques de l'éco-conception. Ici, je parle de la réduction de la complexité algorithmique, comme la compression qu'on peut appliquer aux algorithmes. On peut appliquer ces techniques de compression qui existent aujourd'hui dans la phase du fine-tuning et même après, juste avant le déploiement dans la production. Et je veux préciser que cette méthode de compression aujourd'hui ne dégrade pas les performances du modèle. C'est ça qu'on regarde, les entreprises regardent aujourd'hui. Par contre, le modèle devient plus efficace. On gagne en latence, on minimise le stockage et la mémoire. Et pour finir, je veux dire que toute cette réduction aura un impact sur la facture énergétique et pas négligeable. Il y avait un peu aussi, Angela, que vous avez mentionné dans les échanges, c'est que pour faire ça, il faut connaître un petit peu en amont la donnée, l'information. Donc il y a toute cette approche de gouvernance en fait qui est associée. Parce que là c'est bien, là on est un peu dans les spécialistes qui vont, mais au-delà en fait il faut remonter un peu plus au niveau de l'entreprise et souvent c'est
c'est ça qui coince en fait quelque part, j'allais dire. Donc quelles sont les recommandations en fait que vous en aviez donné quelques-unes lors de la préparation? Oui, on connaît en France la gouvernance de données qui est bien établie dans les entreprises pour se conformer aux réglementations du RGPD, directive de protection de données personnelles de l'Union européenne. De la même manière, aujourd'hui, ça devient un peu urgent d'instaurer une gouvernance dédiée à l'IA. Cette gouvernance peut suivre tout le processus de développement, optimisation et déploiement d'une application. Aussi, elle peut permettre à implémenter des processus de mesure et d'optimisation des algorithmes, tout en s'assurant que le modèle elle est évaluée pas seulement en termes de performance, comme c'est fait aujourd'hui dans les entreprises, mais aussi en termes de coût environnemental. Et aussi, une gouvernance IA peut veiller que les règles de bonne pratique soient bien respectées. Notamment avec certaines réglementations qui sont en train aussi de se mettre en place. On peut parler de l'IA Act par exemple. Là, vos travaux, Angela, en fait, ils sont facilement accessibles sur la partie évaluation mesure. Peut-être dire où on les trouve, je ne sais pas, ou c'est à travers l'école. Oui, la thèse, j'ai publié la thèse, mais je ne sais pas si c'est encore en ligne. Parce que je fais des mesures sur les algorithmes de reconnaissance de texte. Je suis spécialisée en ça. Et j'ai appliqué les techniques de compression. J'ai mesuré avant et après les techniques. J'ai développé 3 techniques de compression. Et j'ai mesuré pendant l'utilisation. Donc ça bientôt. Donc, si on veut avoir des éléments sur vos travaux, il faut revenir vers vous. Oui, la thèse sera publiée, mais oui, il y a un workflow. Oui, tout à fait. Donc il faut attendre un petit peu, ce que je comprends. Il n'y a pas de souci, mais c'est qu'effectivement, pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement en savoir un petit peu plus et aller consulter vos travaux, donc il faut revenir vers Romuald. Juste pour peut-être terminer, parce que je crois que c'est ça, hein, on arrive à la fin. J'ai peut-être une dernière question, et puis après on laissera à la salle les questions à poser à nos participants et notre participante. Il y a quand même, quel sera le centre de data center de demain avec l'IA? Comment vous vous projetez, peut-être Olivier et Jean-Philippe, justement sur le sujet, afin qu'ils respectent le mieux possible ces enjeux-là qu'on vient d'évoquer? Alors sur la partie énergétique, certes, mais aussi il y en a d'autres. Comment vous le voyez? Est-ce que vos clients ils se projettent un petit peu? Est-ce que déjà vous les orientez un peu? Parce que c'est aussi votre responsabilité indirectement. On voit sans doute 2 types de data centers pour l'IA, puisque ça représentera 50% de la charge. Des data centers d'entraînement, c'est-à-dire ceux qui conçoivent les modèles. Ils sont certainement très centralisés, relativement gros, relativement denses. Et dans des pays où le mix énergétique est bon, et ce sera bien pour la planète. Ils n'ont pas besoin d'être raccordés aux utilisateurs, donc on peut les mettre n'importe où. La Scandinavie sera peut-être un terrain de jeu, la France aussi, parce que notre mix énergétique est très bon. Et puis, des data centers pour l'inférence, c'est-à-dire l'usage quotidien de l'intelligence artificielle. Et donc, évidemment, pour ce type d'usage, les data centers doivent être proches des utilisateurs. Donc là, ce sont des data centers qui seront plus denses qu'aujourd'hui, évidemment, beaucoup plus petits, beaucoup plus dispersés. Et on l'espère utiliser à des fins bien sensées en tout cas. On voit même une tendance qui est en fait d'avoir l'inférence directement dans le processeur qui sera dans les équipements sur des plus petits modèles. Donc ça c'est une autre peut-être aussi voie. L'impact sur les grands modèles est très réel et d'avoir justement de travailler sur des plus petits modèles qui permettraient de réduire et justement de prendre des décisions plus ciblées sur le sujet. Côté Jean-Philippe. Voilà.
Alors, pour le data center du futur, ça c'est la question qu'on a essayé de répondre depuis le début de l'année. Je pense que l'une des réponses les plus simples, c'est vraiment le data center organic design. Donc, construire un data center qui va intégrer toute la partie impact environnemental. Et tout à l'heure, vous avez évoqué le PIE, le DOVIE. Et nous, en ce moment, chez Apple, on est en train de mettre en place un indicateur type PIE, mais qui va s'appeler Biodiversity Impact Observed, donc bio, pour la partie biodiversité. Donc je pense que le data center du futur aussi, ça serait un data center où on peut mesurer avec un seul chiffre, comme le PIE, et connaître en gros l'impact sur la biodiversité. Et aussi, ce data center, il doit être autonome en énergie. Donc on a parlé en fait des PPA, ça doit être des data centers aussi où on doit pouvoir faire la maintenance prédictive, parce qu'aujourd'hui, pour la plupart, on est un peu en réaction. Donc le temps qu'on arrive, on peut avoir des pertes d'énergie ou pas. Et ça doit être aussi des data centers de proximité, donc des edge data centers, parce qu'il y a aussi la question du temps de latence. Et plus le temps de latence est long, plus on utilise beaucoup d'énergie pour les allers-retours après les requêtes. Donc centralisé pour le training et pour l'IoT et la 5G, des data centers de proximité. Voilà. Oui, parce que dans tout ça, il y a aussi du réseau. Hein. Il y a l'énergie qui est justement mobilisée sur le réseau, essayer de la diminuer le plus possible. Je crois qu'on a terminé, on passe aux questions. S'il y a des réactions dans la salle. Je vais faire les Oui, bonjour, merci beaucoup pour le partage et notamment les éléments chiffrés et les tendances qu'il y a dans le futur pour l'IA. J'ai une question, vous avez beaucoup parlé d'optimisation. Quelle est aujourd'hui, avez-vous des réflexions au niveau de l'effet rebond potentiel de ces optimisations et si oui, comment ? La partie. Peut-être deux mots sur la notion d'effet rebond, c'est-à-dire que l'effet rebond, c'est qu'à un moment donné, vous avez un usage que vous avez optimisé, et vous pensez que vous avez réduit, mais le fait que vous allez il va être utilisé plus souvent, plus largement, où il va induire d'autres usages en fait qui sont connexes, qui sont associés, qui vont générer eux-mêmes des impacts. C'est un petit peu ça en fait ce qu'on appelle en matière d'effet rebond, pour faire très très simple. J'allais dire, je ne sais pas si j'ai bien expliqué le sujet, mais je pense qu'en fait il est là. Alors peut-être côté, je sais pas Angela, je suis pas sûre qu'effectivement du côté de mes, parce qu'on est sur les infrastructures, les couches très basses là ici sur certains de mes interlocuteurs sur la partie infrastructure, data center, et souvent c'est plus sur les usages en fait applicatifs sur lesquels il faut travailler, et c'est vrai que c'est mal mesuré. Moi c'est ce que je vous dis aujourd'hui, donc c'est mon appréciation plus en tant qu'analyste. Alors peut-être ici je laisse Jean-Philippe dire à répondre. Excusez-moi, je vais juste apporter un mini complément par rapport à la conférence d'avant. En fait, sur la CSRD, on était sur les pensées systémiques, les co-bénéfices, les co-inconvénients qu'on peut avoir sur certains sujets. Là, l'effet rebond me semble nécessaire d'être intégré dans les réflexions afin qu'il n'y ait pas des déplacements de problèmes, d'identification de problèmes. Alors, je pense qu'en gros, du côté quand même des constructeurs comme APL, en fait, on pense aussi aux effets rebonds, donc externalités positives et négatives. Donc, dans tout ce qui est positif, c'est ce que nous, on va beaucoup regarder. On regarde aussi le négatif, bien sûr. Mais là, tout à l'heure, en introduction, j'ai parlé en fait de la densification des racks. Donc, avant, où on avait besoin en fait c'était 1 kW par baie, donc on avait besoin de 100 baies sur, je sais pas, X mètres carrés. Aujourd'hui, les 100 kW sont dans une seule baie. Donc, on gagne en surface. Et quand on connaît, par exemple, on prend des pays comme la Suisse avec la problématique foncière, dans des pays comme ça, l'arrivée en fait de la densification des racks, ça fait que on a beaucoup plus de place pour construire des maisons. Donc, ça, c'est une externalité positive. Après, si les externalités négatives, ça va être beaucoup plus sur le côté applicatif. Donc, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que vraiment j'ai besoin de demander à ChatGPT de me faire une recette au lieu de le faire ailleurs. Donc, après, ça, c'est pas de la responsabilité de constructeur de répondre à cette question. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire là-dessus. Le métier des opérateurs de colocation, c'est de faire des
c'est de faire des bus quand l'alternative, c'est de faire des voitures. Si on ne fait pas des gros bâtiments pour lesquels on travaille énormément sur l'efficacité énergétique, ce qui va se passer, c'est que les entreprises vont construire par elles-mêmes les bâtiments dont elles ont besoin. D'accord ? Donc, on fait des bus qui consomment beaucoup, mais pour chaque personne employée, ils consomment beaucoup moins qu'une voiture. Par contre, on n'est pas là pour dire où est-ce qu'ils vont. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas traiter l'effet rebond, mais on a quand même un rôle qui est d'optimiser la consommation de ces serveurs. Voilà. J'explique pourquoi je ne peux pas répondre à la question plus que ça. Parce que notre métier, c'est justement d'être totalement ignorant des infrastructures qui sont hébergées chez nous. C'est la garantie de souveraineté qu'on donne à nos clients. Et on n'est pas les seuls, hein. La plupart de nos concurrents sont comme nous. Ça marche. Oui. Moi, je veux juste... Non, allez-y. Juste donner un exemple. Les classes énergétiques pour les modèles IA, par exemple classe A, B, C, ça obligerait les entreprises à mesurer et à afficher clairement l'impact énergétique de leurs intelligences artificielles. Et une fois l'impact affiché, et je pense que chaque utilisateur, chaque partie prenante aura en conscience. L'affichage. Alors, je ne sais pas si ça va être une question, mais pour illustrer la demande de l'effet rebond, comme on a beaucoup évoqué la notion de nouvelles sources d'énergie, vous avez évoqué des fermes éoliennes ou des panneaux solaires. En termes d'effet rebond majeur, c'est l'artificialisation des sols, donc des impacts de biodiversité, qui est un énorme indicateur délaissé par la majorité des entreprises, dont on ignore ses effets, et qui est effectivement un des indicateurs CSRD. On se pose la question de l'impact de l'occupation des sols, impact biodiversité. Donc, je suis totalement alignée avec la question de la personne sur prenez-vous en compte l'effet rebond. Et ma question est, à vous écouter, j'avais le sentiment qu'on ne questionnait pas la demande intensive qui va générer l'IA et que vous étiez dans, les projections sont sur ces besoins-là, donc on s'organise pour y répondre. Et donc j'ai quand même la question de les acteurs qui sont sollicités pour cette demande exponentielle qu'on nous prédit, que faites-vous pour peut-être la contenir ou la penser plus intelligemment sur la durée ? Je conclurai. Je donnerai après un exemple, mais je vais laisser parler. Il y en a qui réfléchissent, Marie-Céline, heureusement, il y en a qui réfléchissent. Le sujet, il y a un mot dans le titre, c'est la responsabilité. Et aujourd'hui, cette responsabilité, elle est partagée. Et donc, à un moment donné, effectivement, je pense, et je vous rejoins, il faut que les acteurs aussi s'intéressent à ce que font leurs clients, leurs utilisateurs au sein de leur système. J'allais dire, si on parle de système où il y a des infrastructures, etc. Ça, effectivement, je vous rejoins, c'est mon avis. Donc ça veut dire qu'il faut aussi les pousser, leur donner. Et je pense que l'affichage est un élément, parce il faut qu'ils aient en fait sous les yeux quelque chose. Donc l'affichage sur l'impact environnemental, donc là, ça doit être, c'est un élément, enfin c'est un outil parmi d'autres. Les bonnes pratiques, on y travaille par exemple chez ADVS ou dans d'autres associations. L'Alliance Green IT, dans une autre association aussi, moi je suis chez Eurocloud France, il y a un groupe de travail qui travaille là-dessus. Mais c'est un long chemin, hein. Je ne vous le cache pas, c'est un long chemin. Alors je passe la main, là c'était mon point de vue, et je repasse la main sur ce que vous faites, voilà, de l'autre côté. Alors, encore une fois, comme je dis, en fait, chez Apple, on tient vraiment compte, en fait, et on prend en compte tout ce qui est impact environnemental et tout ce qui va toucher la biodiversité, et moi particulièrement, je suis docteur en écologie et environnement, donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Sur la question de artificialisation des sols ou encore les effets rebonds, ce qu'on va dire, c'est que les chiffres que j'ai donnés au départ, sur les 25, 10 puissance 30%, 10 puissance 30 en gros des opérations de compute qu'on aura besoin en fait l'IA en 2030, à 70% ce sont les particuliers. Donc c'est vous et moi. Les entreprises, ça sera que 30%. Donc sur la responsabilité partagée, c'est encore une fois la question, c'est est-ce que nous, dans les 30%, on est prêt à abandonner cela? Là oui, on va construire moins de data centers pour le training et pour l'inférence pour les 30% d'entreprises.
Donc c'est pas comme si on se questionnait pas sur oui, on nous demande de construire, donc on le fait. Mais pourquoi est-ce que on nous demande de le construire? C'est parce que nous, ici, tous, on n'est pas prêts à ne pas utiliser l'IA. Parce qu'encore une fois, c'est connu dans le monde, le modèle qui ne marche pas, il se casse la gueule. Donc si ça ne marche pas, on ne construira pas. C'est un peu ça la réponse à la question. Dernière question. Oui, bonjour, Karim Manard de Sobri, merci pour le partage. On a bien vu dans le cadre de ce débat que vous avez beaucoup parlé des enjeux énergétiques de l'IA sur les data centers, mais à l'heure actuelle, on est plutôt dans une configuration d'IA hybride à travers, on va dire, la démocratisation de ce qu'on appelle les NPU sur les devices. Donc Neural Processing Unit, c'est-à-dire que si vous avez un MacBook, vous avez un Apple Neural Engine qui va déléguer une partie du calcul sur le device. Si vous avez un Pixel de Google, vous avez un TPU qui est un Tensor Processor Unit qui va lui-même déléguer l'IA. Et on a vu il y a quelques mois Microsoft qui, avec ses constructeurs qui sont Dell, Acer, etc., sortir les nouveaux PC Copilot. Et donc il y a une délégation, en fait, il y a un transfert de charge énergétique et environnementale qui va impacter les utilisateurs et qui va délester quelque part ces grands providers de l'IA. Et je trouve que voilà, cette IA hybride est quand même extrêmement absente à l'heure actuelle dans les débats auxquels j'ai pu assister. Et voilà, c'était juste un petit update sur effectivement ce qui est en train d'arriver, à savoir que effectivement l'IA n'est pas que côté data center, maintenant elle est installée sur nos devices. Et donc dans ce cadre-là, il y a des enjeux effectivement majeurs, tant effectivement côté data center, mais sur les utilisations de nos devices. Merci. Il y avait une dernière réaction, et puis après on sera obligé de conclure. Je vais faire le... Allez, passe. D'abord, merci beaucoup pour la présentation. J'ai juste une question à Monsieur Akpoué. Il me semble que Apple Data Centers a lancé un projet qui s'appelle EcoCavern, voilà, des data centers souterrains. Ça fait près de 2 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà un retour d'expérience ou... Parce que j'imagine que c'est la solution qui peut adresser quand même refroidissement. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager. Merci. Alors oui, effectivement, on a lancé il y a 2 ans le projet EcoCavern. Donc en gros, les EcoCavern, ce sont les data centers souterrains. Parce que encore une fois, nous au lab, notre but, c'est de penser aux data centers du futur et de trouver des solutions aux problèmes. Donc c'était en Suisse. Problématique foncière, il n'y a plus de surface pour construire les data centers, les utilisateurs en demandent, qu'est-ce qu'on peut faire? Et toujours en pensant à l'impact environnemental. Donc on a essayé de voir en fait des bunkers, des cavités qui sont déjà en fait creusées, comment utiliser cela en fait pour construire les data centers. Et donc on a lancé ça il y a 2 ans et cette année en fait on est dans la 3e partie où on est en train encore de travailler avec des clients qui veulent en fait qu'on puisse en fait construire les data centers en souterrain. Et quand on fait cela, on a un gain énergétique en fait d'environ 30%. Donc nous, ce sont des solutions en fait qu'on encourage nos clients à le faire là où on peut trouver quand même en fait des cavités. Voilà. Bien, merci. Je suis obligé de conclure parce que c'est moi qui passe après. Non, mais vraiment, alors je voulais vous remercier tous parce qu'on est sur un sujet sensible, on l'aura vu par rapport aux réactions. Donc merci beaucoup pour cet échange totalement transparent. C'est très appréciable. Donc rien que pour ça, je vous demande d'applaudir tous nos intervenants. Voilà, qui étaient face à vous, prêts à vous répondre. Et puis finalement, la réflexion que je me faisais, c'est que tout était déjà dit à l'introduction par notre marraine. Et puis là, je crois que le bon IA, c'est celui que l'humanité s'interdira de faire. Je crois que c'est un de ses mots de ce matin et je le ressens encore beaucoup tout au long de notre matinée. Et voilà. Encore merci à vous et on peut applaudir tout le monde.